Mais en fait, ta vie, elle se passe surtout finalement dans la campagne alsacienne, quoi. Donc entre les champs, ouais, tu fais du vélo dans les champs. Quand t'es plus vieux, que tu deviens ado, tu fais des conneries dans les champs, ouais, en bagnole, voilà, des trucs comme ça. T'en as fait? Des conneries. Ouais, bien sûr, ouais, bien sûr. Toutes sortes de conneries. Quand on était petit, on volait des fruits, par exemple, dans les vergers. On se faisait gauler par des paysans, des trucs comme ça arrivait. Il y en a, j'ai même des potes à moi. Moi, j'étais en vacances et ma mère m'a dit, t'aurais été là, tu serais passé aussi, qui se sont fait fouetter, qui se sont fait choper par un paysan. En fait, il y avait vraiment une énorme botte de foin. En fait, c'est plein de bottes de foin, tu sais, ça fait quasiment comme un petit immeuble. Ils étaient montés au-dessus, ils avaient troué le truc, ils avaient enlevé des bottes de foin, ils s'étaient fait une cabane. Ils se sont fait choper par le paysan qui les a fouettés avec des maïs. Et moi, j'étais en vacances, mais j'aurais été là, j'aurais pris, c'était sûr. J'étais avec eux. C'est même passé dans le journal et tout ça, parce que ça a fait évidemment un scandale. Je m'ennuyais pas, mais la musique, non, c'est venu avec mon père, mon frère déjà qui écoutait, bon, lui, plutôt du hard rock. Donc j'écoutais un peu ce qu'écoutait mon frère. Moi, j'allais au CM2, j'avais les premiers Walkman avec les boules oranges, les Runman, et j'écoutais du AC/DC là-dessus. Et mon père, lui, à la maison, écoutait du jazz. Dans les années, j'ai commencé en 88, le sax, en 88, il y avait un peu des pubs avec du saxophone, des trucs un peu comme ça. Et c'est venu de là, en fait. C'est venu de là. Et puis, mon père m'a dit, tu veux écouter du sax, je vais te faire écouter du jazz. Et il a commencé à me faire écouter. Ouais, le premier album, c'était un album de big band de Chico Hamilton. C'était assez dur à écouter. Je comprenais pas grand chose. Mais ça m'intéressait. Et d'un coup, j'ai commencé, mon père aimait beaucoup Duke Ellington. J'ai beaucoup écouté ça. Et j'ai complètement arrêté d'écouter du hard rock. Je suis vraiment passé du hard au jazz, quoi. Vraiment, ça a été une grosse rupture. Et ouais, j'ai commencé à apprendre le sax chez un prof. On peut très bien jouer derrière un artiste, ça peut durer quelques mois, quelques années, et puis après se retrouver sans plus rien. Donc ça reste quand même un métier très fragile. Et tu noteras que des cuivres, t'en vois plus beaucoup dans les orchestres, en tout cas dans les orchestres de variété, de gens qui brassent beaucoup d'argent. Je suis intermittent, donc je fais beaucoup de cachets de techniciens. Je monte et je démonte des concerts, je fais aussi de l'événementiel. Rien à voir avec le saxophone. Rien à voir avec le saxophone. Je conduis beaucoup des machines, des nacelles, des chariots élévateurs. En nacelle, je fais beaucoup de déco aussi sur des immeubles de luxe pour les périodes de Noël. Et on se bat, et puis voilà, on essaye de faire un maximum de musique. Moi, tout mes temps libres, je passe mon temps à jouer sur mon instrument tous les jours. Je travaille. J'essaie de me perfectionner dans mes connaissances, dans mon instrument. Tu peux nous le présenter? Alors celui-là, c'est un soprano. Donc c'est le deuxième plus aigu, il faut savoir qu'il y en a 7. Il y en a 7, donc il y a le sopranino, le soprano, l'alto, le ténor, le baryton, le basse et le contrebasse. Donc c'est comme les tessitures de voix. Donc celui-là c'est un soprano parce que sa tessiture c'est le soprano. Alors ici tu vois comme les touches blanches du piano. Et après toutes les clés autour, il y a des clés de tri, mais toutes les clés autour c'est des dièses et des bémols en fait. Voilà à peu près le principe. C'est compliqué à souffler, à jouer? Non, pas tant que ça, hein. La trompette est beaucoup plus dure. Parce que la trompette c'est 3 pistons et 4 positions je crois, qui fait les 12 demi-tons. Et les octaves, tu les fais vraiment à la bouche, alors que là, tu as une clé d'octave ici. Et une fois que tu as tes gammes, bon, ça va. Mais c'est plus abordable que d'autres instruments. Pour l'apprentissage de la musique, c'est bien dommage que ça se perde parce que ça apporte énormément de choses. De façon cognitive déjà. Quand on était jeunes, on nous disait ouais, les Africains, ils ont plus le rythme que nous. Et effectivement, ils ont plus le rythme que nous parce que dans leur jeu, il y a du rythme. Dans tout leur jeu d'enfant, il y a déjà le rythme qui est là.
On voit même des Asiatiques qui font des trucs avec des balles comme ça en cercle qui sont très rythmés. Et ça, non, on l'a pas du tout. Et bien sûr, la musique, c'est super important. Il y a eu des études quand même qui ont été faites là-dessus où ils voyaient qu'en apprenant la musique aux enfants, ils étaient meilleurs dans d'autres matières. Donc c'est dommage que ça se perde. C'est très dommage. Et voilà. Mais la pratique musicale est vraiment très importante, même pour des retraités, même pour des gens qui sont pas musiciens, qui font ça juste pour leur plaisir. C'est hyper important. Ouais, je vois les personnes âgées qui font de la musique, qui gardent leur mémoire et leur tête beaucoup plus longtemps parce que ils font travailler leur méninge tout le temps. Voilà, donc ça, c'est important. Il y a des gens qui disent, et je suis tout à fait d'accord avec ça, ils disent, si tu mens dans la vie, tu mentiras sur scène. Tu mentiras quand tu improviseras, en fait. Donc, sois le plus clair dans ta vie, le plus droit possible, et ça se ressentira quand tu improviseras. Tout est lié, en fait, à la vie qu'on a eue, les émotions qu'on a eues, les tristesses qu'on a eues, les chocs qu'on a eus dans sa vie. Tout ça se traduit, en fait. C'est comme une extension de soi-même, en fait. En fait, l'instrument ou la voix, c'est une extension de son âme. On maîtrise pas, il y a une carte d'identité d'ailleurs. Il n'y a pas très longtemps, il y a un musicien que j'aime beaucoup, là, Stéphane Guillaume, qui est un saxophoniste français, qui disait que dans son son soprano, que moi je trouve magnifique, et que lui n'est pas complètement satisfait de son son. Pourtant, il a un son magnifique. Mais il disait quand même qu'il peut prendre n'importe quel instrument et bec. Il y a comme une carte d'identité dans le son. Une espèce d'ADN du son qui fait que tu peux essayer de prendre d'autres instruments, enfin en tout cas pour ce qui s'agit des instruments avant, surtout peut-être plus sur les saxophones. Tu peux changer de bec, d'anche, d'ouverture, tout ça. Ton son va toujours le reconnaître en fait. Et ça, c'est assez incroyable. Quand j'ai donné des cours aussi, donc les enfants, en fait, j'ai jamais forcé, moi c'était 10 minutes, 15 minutes par jour, mais jouer toujours un peu tous les jours, ça c'est hyper important. Tous les jours jouer un peu, même si c'est 5-10 minutes, au moins jouer tous les jours. Alors bien sûr, si je joue 1 heure par jour, c'est bien, voire plus, mais si c'est juste pour faire de la pratique musicale à la maison, une petite demi-heure, un petit 20 minutes tous les jours, c'est très bien. Mais en tout cas, il progressera plus vite en faisant 10 minutes tous les jours que 1 heure par semaine. Coltrane disait qu'il aurait aimé soigner les gens en jouant devant eux, les guérir de maladies, tout ça. Et en fait, quelque part, c'est ce qu'il a fait, en fait, parce que sa musique est tellement belle et tellement profonde, comme plein d'autres. Hein. C'est vrai que ça guérit la musique. Quand t'es triste, t'écoutes des trucs et d'un coup, ça va mieux. Ou quelque part, ça te guérit. Donc, pour ces choses-là, oui, alors que ça change complètement le monde, non, malheureusement, je ne pense pas. Je pense pas qu'on fasse écouter un morceau de Donald Trump et qui devienne cool. Il y a des choses magiques, on ne sait pas pourquoi, il y a des choses qui se passent. Pourquoi tel ou tel gars qui joue ensemble, ça donne un groupe planétaire et qui a par exemple, euh, pour le même exemple que le son, a d'un coup une identité. Tu changes un musicien, ça y est, déjà ça se modifie. Donc ça c'est assez magique. Après, il y a la magie aussi qui se passe entre musiciens. Quand tu joues avec certains musiciens, d'un coup, ça colle vachement bien. Avec d'autres, moins. Quand je joue avec des gens, j'ai besoin de les aimer et qu'ils m'aiment, en fait. Et à ce moment-là, ça se passe déjà beaucoup mieux. Mais si tu joues avec quelqu'un que t'aimes pas, c'est dur, quoi. Donc, c'est de l'émotion, mais il y a aussi quelque chose de magique là-dedans qu'on sait pas. Parce qu'en fait, quand tu vas à une jam, tu connais pas les gens. Tu te retrouves sur scène avec des gens qui t'as même pas parlé. Tu sais pas qui ils sont. Et eux, ils savent pas qui tu es. Tu sais même pas comment ils vont jouer. Et parce qu'ils ont peut-être pas encore, ils sont arrivés en même temps que toi sur la scène. Donc voilà. Et c'est pour ça, ouais, il y a des trucs impalpables comme ça, un peu magiques. Je pense que t'auras assez là.